Lorsqu'un enfant prématuré est hospitalisé dans un service de réa-néonatologie, c'est le début d'un long parcours vers son autonomisation et sa sortie. Ses parents découvrent un univers très particulier, très médicalisé. Un univers dans lequel il est parfois difficile de trouver sa place au milieu des soignants et des machines nécessaires à la survie de leur enfant. Pour mieux comprendre le parcours d'un nouveau-né prématuré en réa-néonat et aider les parents à trouver leur place, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Véronique Zupan-Simunek, qui est pédiatre à l'hôpital Antoine Béclair et aussi en CAMS, et Patricia, qui a accouché prématurément de 2 petites jumelles, Suzanne et Joséphine, à 29 semaines. Bonsoir, bienvenue à toutes les deux. Docteur Zupan, c'est pour vous que j'ai ma première question. Qu'est-ce que font les équipes médicales et paramédicales lorsqu'il y a un bébé prématuré qui naît? Donc en fait, on a 2 équipes qui sont réunies, l'équipe obstétricale et l'équipe pédiatrique, pour accueillir ce bébé et pour lui permettre de faire le mieux possible sa transition entre ce qu'on appelle la vie intra-utérine, dans le ventre de la maman, et la vie extra-utérine. Et le plus gros challenge, ça va être en fait au niveau de la respiration. Il va falloir qu'il passe d'une oxygénation qui était complètement passive avec le placenta à une respiration le plus autonome possible. Voilà, donc il y a tout un tas de gestes qui sont très 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 codifiés en salle de naissance. On évalue l'enfant, on voit ce dont il a besoin, et ensuite il y a 2 cas de figure. Soit l'enfant n'est pas très prématuré et fait cette adaptation assez facilement, auquel cas il peut tout de suite être remis auprès de sa mère et profiter du pot à pot, comme c'est la recommandation habituelle pour les enfants à terme ou proche du terme. Et si ce n'est pas le cas, s'il a des difficultés respiratoires ou si c'est un très grand prématuré, à ce moment-là, on poursuit l'assistance respiratoire, on réchauffe le bébé et assez vite, on va le conduire en soins intensifs ou en réanimation néonatale. Il va pouvoir faire un petit coucou à ses parents, mais voilà, assez vite, il va être... Assez vite, ce sont les équipes médicales qui le prennent en charge pour gérer l'urgence. D'accord. Patricia, vous étiez encore sous anesthésie générale pendant ces premiers soins, parce que vous avez accouché par césarienne en urgence, et vous avez retrouvé vos filles que plus tard. Quels sont vos premiers souvenirs de vos filles en réa-néonat? Alors, mes premiers souvenirs sont très flous, probablement dus au choc de la naissance. J'étais en effet endormie et je me suis réveillée alors que mes filles étaient en réa. Mes premiers vrais souvenirs remontent à quand mes filles avaient 2 jours et qu'on nous a annoncé que l'une d'entre elles, Joséphine, n'allait pas bien du tout et qu'on devait lui dire au revoir. On a décidé, mon mari et moi, de la prendre sur les conseils des médecins et de l'équipe médicale, de la prendre en pot à pot. On a fait 24 heures de pot à pot, on s'est relayés et Joséphine a été de mieux en mieux. Sa couleur a changé, ses constantes ont été meilleures. Et ce sont mes premiers vrais souvenirs de mes filles, avec Suzanne dans un lit aussi en couveuse, pas loin de Joséphine. Donc le fait de faire du pot à pot pendant 24 heures, en alternant avec votre mari, vous avez vu votre petite fille qui revenir à la vie en fait. Pour nous, ça a vraiment tout changé. Pour nous, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui avec nous et qu'elle va très bien aujourd'hui. Docteur Zupan-Simunek, c'est possible comme ça que le pot à pot puisse aider un enfant prématuré à passer une période critique? C'est probablement exceptionnel, mais effectivement, ça peut arriver, des situations notamment, ce qu'on appelle, c'est un petit peu technique, mais ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire. En fait, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à bien ouvrir à la fois leurs poumons et surtout tous les petits vaisseaux sanguins au niveau des poumons. Donc nous, on utilise une aide respiratoire, beaucoup de médicaments, puis ça peut arriver qu'on soit au bout du bout. D'accord. Et de façon assez étonnante, le fait du contact physique, du pot à pot, effectivement, j'ai observé de temps en temps, va permettre aux petits vaisseaux de laisser passer le sang et de façon assez incroyable, finalement, permettre la vie du bébé. Voilà. C'est incroyable le pouvoir du pot à pot et du contact avec les parents. Avant de continuer notre discussion, toutes les 3, je vous propose d'écouter le témoignage d'autres parents sur leur premier moment en réa-néonat. La première fois que j'ai vu notre bébé, j'ai ressenti de la peur. Ensuite, quand on l'a vu, quand on a vu qu'il était bien pris en charge par les équipes médicales, etc., on s'est dit, il est là, il est en vie, il est viable, tout va bien. Moi, j'ai dû me coacher, m'éduquer, en me disant, il va falloir que tu passes outre la peur, outre le stress et les angoisses de la prématurité. Quand il était sur moi, il y avait des choses qui se mettaient en place.
Et cette magie-là nous rappelle qu'on a un bébé. Qu'il n'y a pas que les bips, les fils sur lui, il y a aussi cette beauté-là. Le papa, il est là aussi pour soulager la maman. Quand la maman ne peut pas, fatiguée, elle doit se reposer, et le papa il est là pour donner de sa présence, du son, de l'odeur, la chaleur. J'ai l'impression de vraiment d'aider mon enfant à grandir dans les efforts que j'imagine surhumains quand il naît prématuré. Voilà, je suis là pour toi. Mais oui. On l'a entendu dans ce reportage, toutes ces assistances pour la survie des bébés font de la rhéonate un environnement très très médicalisé. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant vos petites filles entourées de toutes ces machines? Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que maman? Alors j'ai ressenti de la peur, de la tristesse, de la culpabilité aussi. On se pose beaucoup de questions en tant que maman et en tant que parent. On a l'impression que l'extérieur nous comprend pas tout à fait, qu'il n'y a que les personnes qui vivent ce qu'on vit qui peuvent comprendre. On avait l'impression avec mon mari d'être dans un tunnel et on s'est beaucoup soutenus tous les deux pour y Quand faire vous face. dites l'extérieur, ce sont les amis, la famille? Oui, tout le monde a envie de nous aider, veulent prendre des nouvelles des enfants, mais les questions sont assez loin de nos préoccupations le jour sur quand est-ce que l'enfant va sortir. Et en fait, malheureusement, on ne peut pas leur répondre parce qu'on ne connaît pas encore la réponse, surtout au tout début, quand on est encore dans la survie. Donc parce que les gens ne se rendent pas compte en fait du milieu très médicalisé Exactement. On a à l'intérieur d'un tunnel et on a l'impression presque que c'est des bébés un peu cachés, un petit peu, même si c'est pas volontairement, mais ce ne sont pas des bébés qu'on a l'habitude de voir. Ils sont un peu plus fragiles, moins roses, moins ronds que les autres bébés. Moins poupons. En fait, les gens n'ont pas dans leur tête l'image des bébés prématurés. Non, c'est pas les bébés qu'on voit. Et ça a été difficile pour vous? Oui, c'était très difficile et j'ai eu beaucoup de soutien aussi, mais des proches ils avaient envie de nous aider, ça c'est certain. Vous êtes surtout soutenu avec votre mari dans cet univers assez médicalisé. On entend, ces machines sont très impressionnantes, docteur Dupont-Simunac, mais elles sont indispensables, je pense. Et qu'est-ce qui est mis en place en fait, pour aider ces petits bébés prématurés à survivre? Il y a déjà la couveuse, qu'on appelle aussi l'incubateur, qui permet au bébé de garder sa température et d'éviter qu'il se déshydrate aussi, parce que la peau est tellement fine que l'enfant va perdre par sa peau à la fois de la chaleur et à la fois de l'eau. Et d'ailleurs, ça fait quelquefois un peu de buée. D'accord, sur la couveuse. Sur la couveuse. Voilà, donc il y a ces couveuses, ces incubateurs. Il y a, en tout cas pour les grands prématurés ou ceux qui ont des difficultés respiratoires, il y a toutes les machines d'aide, d'assistance respiratoire avec des niveaux différents. Il y a tout ce qui va être nécessaire à l'alimentation du bébé. Donc au tout début, le bébé est nourri surtout par perfusion quand il est vraiment né tout petit. Et puis, donc ça veut dire une perfusion, des pousse-seringues. Voilà. Et puis l'alimentation, elle est aussi, même par voie digestive, elle est quand même artificielle parce que le bébé ne sait pas encore téter. Il est trop petit en fait pour pouvoir avoir le réflexe de... Voilà, c'est ça. Donc on met une petite sonde qu'on descend dans l'estomac. C'est comme un petit tuyau, c'est ça? Voilà, c'est ça, qui passe par le nez ou par la bouche et qui descend jusque dans l'estomac. Et puis on relie ça à une seringue de lait. Voilà. Et puis il y a tous les appareils de surveillance. Il y a ce qu'on appelle le monitoring, où on va surveiller le cœur, l'oxygénation du bébé, sa respiration, on va surveiller sa température. Voilà. Et donc tout ça, ça fait en plus des machines. Voilà. C'était impressionnant, tous ces bips. C'était très impressionnant. On apprend petit à petit que les bips sont pas toujours mauvais. Parfois, c'est juste l'alimentation qui s'est terminée ou un médicament qui se finit. Mais les premiers jours sont très stressants parce qu'on les connaît pas encore. Et après, vous arrivez en tant que parent à apprivoiser un petit peu les machines. On trouve sa place petit à petit. Après avoir eu très peur de perdre Joséphine au tout début de l'hospitalisation, comment ça s'est passé la suite du parcours pour vos petites filles?
Alors en fait, nous, on a vraiment vécu deux parcours, deux extrêmes dans les parcours, si on peut dire. Suzanne a eu un parcours assez idéal, s'il y en a un dans la prématurité, puisqu'elle a assez vite pu respirer seule, sans trop d'assistance et puis sans assistance du tout. Et puis elle a pu se nourrir seule et prendre le sein. Et elle est sortie de l'hôpital au bout de 2 mois. Elle est rentrée à la maison. Et même si nous étions très contents que Suzanne rentre à la maison, c'était aussi une journée difficile parce que Joséphine n'était pas prête de rentrer. Elle a eu un parcours plus compliqué, comme je l'ai dit. Elle est restée 3 mois et demi à l'hôpital. C'était un parcours beaucoup plus en dents de scie, avec beaucoup plus de questions et moins clair pour nous. Donc, on a vraiment vécu les deux parcours. Les deux parcours, oui. Et c'est étonnant parce que ces 2 jumelles, elles sont nées le même jour, elles ne sont pas restées hospitalisées le même temps. C'est dur d'estimer la durée de l'hospitalisation. On a des points de repère. Hein. Ce qu'on dit en général aux parents, c'est que les bébés vont rester hospitalisés à peu près jusqu'à la date prévue du terme. On sait qu'il y a des variations pour chaque bébé, et même parmi les jumeaux, effectivement, il y en a qui peuvent mettre plus longtemps à être autonomes au niveau de la respiration ou au niveau de l'alimentation. Voilà. Donc c'est un point de repère qu'on donne, mais on sait que ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard. Et ce qui est important, c'est l'autonomie ou c'est le poids du bébé? Qu'est-ce qui est important? Alors, c'est surtout l'autonomie. En tout cas, c'est ce qu'on voit en pratique. Très souvent, ce qui a vraiment déterminé la sortie à la maison, c'est quand le bébé va pouvoir s'alimenter tout seul, au sein ou au biberon. En général, l'immaturité respiratoire va être résolue un peu avant. Bon, il y a des situations qui peuvent être un peu différentes, mais en général, c'est dans ce sens-là. Et le poids suit. On l'a entendu tout de suite, le parcours de l'enfant prématuré, il n'est pas toujours linéaire. Est-ce que c'est souvent qu'il y a des incidents comme ça? Alors, des incidents aussi sérieux que ce qui est arrivé à la petite Joséphine, heureusement, c'est rare, voire très rare. Mais c'est certain que plus l'enfant naît aux âges extrêmement bas, plus il va avoir un parcours long, plus il est très immature au départ, et plus va y avoir un parcours vraiment avec des bosses et des creux. D'accord. Et comment vous accompagnez les parents à ce moment-là? Vous essayez de les soutenir? Oui, bien sûr. Alors, dans les hauts et les bas, en fait, il y a les hauts et les bas qui sont pour nous, équipe soignante, médicale, qui font partie des aléas, je dirais, banals, et qui ne vont pas nous inquiéter, mais qui peuvent être extrêmement stressants pour la famille. Hein, des retours en arrière, des bébés qui ont des ralentissements du cœur, qui font ce qu'on appelle des apnées. Donc pour nous, c'est extrêmement banal, mais ça peut être tout à fait stressant pour les familles. Et puis il y a malheureusement aussi des incidents beaucoup plus sérieux. Je pense que ce qui est important pour les familles, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue permanent avec les équipes soignantes pour que les parents puissent aussi avoir ces points de repère sur ces hauts, ces bas. Est-ce que ça fait partie du parcours habituel ou est-ce que vraiment c'est un incident beaucoup plus sérieux? Vous avez pu poser vos questions? Est-ce que vous avez toujours eu des réponses ou c'était... Alors on a pu poser nos questions, on s'est sentis très entourés, très écoutés et on n'hésitait pas à aller à la recherche des réponses. Si on avait besoin de parler avec un médecin, on prévenait les infirmières et on s'arrangeait pour avoir un rendez-vous. Et oui, on a compris qu'il y avait de l'incertitude, mais on s'est senti écoutés aussi. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les réponses en tant que médecin dans la prématurité. Oui, on a des points de repère, mais très clairement, il y a des situations où on a des incertitudes sur certaines pathologies qui sont particulièrement sévères. Est-ce que ça va être compatible avec la survie du bébé? Est-ce que ça va entraîner des conséquences pour plus tard? Là, on a une vision qu'on pense, qu'on réfléchit en équipe, mais il peut y avoir une part d'incertitude, c'est certain. Ce qui fait peur aussi, quand on parle de prématurité, ce sont les séquelles neurologiques. C'est quelque chose qui vous a inquiété, Patricia?
Oui, ça nous a inquiétés, surtout qu'on savait que Joséphine avait manqué d'oxygène et avait eu une petite hémorragie cérébrale. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur la suite, sur le futur, pour Joséphine et pour notre famille. Mais tout est rassurant. On sait que nos filles vont être suivies jusqu'à leurs 6 ans au moins. Et même si tout est rassurant, encore aujourd'hui, quand mes filles me surprennent, pour une raison ou une autre, comme les enfants nous surprennent souvent, une partie de moi se demande si c'est pas dû à la prématurité et à ce qu'elles ont vécu. Et avec Joséphine, vous avez eu la question des séquelles, vous le disiez, mais elle a été aussi longtemps dans la question de la survie au départ. Oui, les premiers jours, c'était cette question-là. Donc, c'était d'abord cette question-là, mais on se pose aussi la question de la suite. De la suite, oui. Comment on surveille justement l'apparition de ces séquelles neurologiques pendant le parcours du nouveau-né prématuré ? Alors, tant que le bébé est vraiment tout petit et grand prématuré, en fait, ça va surtout être des examens, ce qu'on appelle des examens complémentaires. Le bébé, lui, extérieurement, il ne va pas nous dire forcément beaucoup de choses. En tout cas, on ne sait pas forcément l'interpréter comme on peut faire un examen plus complet, un examen clinique plus complet chez l'enfant un petit peu plus grand. Donc, on va faire les examens qu'on fait en routine, c'est essentiellement les échographies, ce qu'on appelle l'échographie transfontanellaire, parce qu'on arrive avec un échographe à bien voir à travers la fontanelle, la petite membrane qui n'est pas ossifiée encore chez le bébé. On voit extrêmement bien le cerveau. Et ce qui est pratique aussi, c'est que c'est un examen qui peut être fait dans la couveuse. D'accord. Voilà, on amène la machine et c'est un examen qu'on peut répéter très, très facilement. Donc, chez les enfants qui sont nés très grands prématurés, souvent on va faire plusieurs échographies, même dans la première semaine. Et puis après, on va les espacer pour continuer à surveiller. Ces échographies, on les fait pour rechercher des saignements, c'est ça ? Alors, plusieurs choses. Donc, effectivement, il y a un risque de saignement dans les tout premiers jours de vie. Après, ce risque diminue, mais on va continuer quand même à faire des échographies pour bien regarder comment le cerveau se développe. Voilà. Et dans certains cas, on va faire également d'autres examens. On a la possibilité, mais uniquement dans les services de réanimation, ou presque, de faire des électroencéphalogrammes pour voir comment le cerveau mature dans son activité électrique. Et puis, on peut faire aussi un examen qui est assez utile, c'est une IRM cérébrale. En général, on le réserve soit aux bébés nés vraiment extrêmement prémat, soit aux enfants pour lesquels on a des doutes à l'échographie. D'accord. On vérifie le cerveau. Est-ce qu'on vérifie autre chose au niveau neurologique ? Oui, tout à fait. Donc, on va vérifier d'autres aspects qu'on appelle sensoriels. On va vérifier que les rétines maturent bien, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être fragile chez le très grand prématuré. Donc, de vérifier que tout se développe bien. Donc, on va faire une imagerie de la rétine avec quelquefois, les ophtalmos viennent directement, mais aujourd'hui, on va plutôt utiliser des caméras rétiniennes. Donc, c'est pas hyper agréable pour le bébé, mais voilà, c'est des examens très, très importants. Parce que si on voit que la rétine ne se développe pas bien, il y a un traitement possible pour éviter des séquelles ophtalmos, ou en tout cas éviter qu'il y ait des complications très graves comme une cécité. Et puis, on va vérifier également l'audition du bébé. D'accord. On voit, il y a quand même plein d'examens, plein de soignants autour de ces bébés. Il y a des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens. Et comment on fait quand on est parent avec tous ces soignants autour de son bébé pour trouver sa place ? Vous avez réussi facilement, vous, Patricia ? Alors, je ne dirais pas que c'était facile, mais on était très entourés. Donc, déjà, mon mari et moi, on a une admiration et une reconnaissance envers tous ces soignants qui ont aidé nos filles et qui nous ont aussi aidés à trouver notre place. Donc, ils nous ont aiguillés, ils nous ont montré comment participer aux soins, en nettoyant les yeux, en prenant la température, en changeant leur couche. Ils nous ont aussi aiguillés pour savoir de qui s'occuper, puisque comme on a 2 enfants, on n'était pas tout le temps tous les 2 à l'hôpital. On a une grande fille aussi à la maison, qui est à la maison. Et donc, ils nous ont aiguillés pour savoir de qui s'occuper en fonction de leur réveil, de leurs besoins.
Oui, parce que vous aviez 2 jumelles, donc en fait, il fallait s'occuper des 2 enfants. Exactement. Donc on vous guidait pour savoir laquelle avait en plus fonction, besoin. oui, ou qui c'était le tour d'avoir des soins, pour savoir, et ça serait bien que Suzanne apprenne à téter le sein, donc il faudrait être présente pour elle, ou il va y avoir un examen des yeux pour l'une, et c'est bien si un parent peut être là pour l'aider. Et on a petit à petit trouvé notre place, on a mis en place presque des rituels à l'hôpital, on a beaucoup écouté de musique aussi. Alors, pour notre part, on n'a pas dormi à l'hôpital. Je sais que des parents le font. Nous, on ne l'a pas fait, même si on a passé beaucoup de temps à l'hôpital, parce qu'on a voulu... c'était important pour nous d'avoir, par exemple, le dîner en famille le soir, parce qu'en effet, Joséphine et Suzanne ont une grande sœur, Elisabeth, et on voulait garder ces moments-là. Mais après le dîner, l'un d'entre nous allait à l'hôpital. Moi, j'y étais souvent avant 7h du matin pour les soins du matin. Et puis l'allaitement m'a aidée aussi à trouver ma place et à pouvoir les aider mes filles comme ça. Oui, c'était votre façon de les aider comme ça. Oui, en effet. Docteur Dupont-Siminec, on l'a entendu, Patricia a réussi à prendre sa place petit à petit auprès des filles. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour aider les parents à prendre leur place? Qu'est-ce que vous essayez, vous, en tant que soignant, de faire pour aider les parents? Déjà, ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience de l'équipe de l'importance de la place des parents. On soigne un bébé, mais ce bébé, sa vocation, c'est de s'inscrire dans une famille. Il faut que le lien se fasse entre le bébé et ses parents, entre les parents et ce bébé. Et la place des parents est tout à fait primordiale. Donc il y a l'accueil des parents, l'information régulière pour qu'ils soient le plus possible en phase avec l'équipe soignante, les inviter à ce qu'ils puissent venir être présents autant qu'il est possible. Les bébés ont besoin de sentir la présence. Il y a des aspects sensoriels qui sont très importants, de toucher, d'odeur, d'entendre la voix des parents. On va faire du pot à pot si c'est possible. Ça, c'est encore une des meilleures techniques que la nature ait inventées pour mettre en place le lien et le construire. Et il y a aussi les soins de développement qui peuvent aider aussi à favoriser la relation. Oui, tout à fait. Donc les soins de développement, en fait, l'idée des soins de développement, c'est d'essayer de reconstituer un environnement au bébé qui va lui permettre de poursuivre son développement. On ne pourra jamais faire comme c'était in utero, on ne va pas replonger l'enfant dans du liquide amniotique, mais ce qu'on sait, c'est que pendant toutes ses vies in utero, en fait, l'enfant a un développement qui va préparer, il a une motricité, l'enfant bouge beaucoup, il a une oralité, il a beaucoup de perception, d'odorat, d'écoute, de toucher. Et donc l'idée, c'est de ne pas laisser l'enfant tout seul dans sa couveuse comme ça, avec en plus des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre, mais de l'aider à avoir toutes ces expériences-là. Donc c'est pour ça que ces soins de développement sont très importants, mais ils vont d'autant mieux porter leurs fruits que les parents sont mis en première place pour être acteurs du développement. Donc ça, c'est vraiment très important que les parents soient là. Donc vous prenez soin d'eux aussi, des parents. Qu'est-ce qui est important? À quoi vous faites attention chez les parents? Mais déjà, on va faire attention à l'accueil. On va être vigilant. Donc ça, on compte beaucoup aussi sur les équipes médicales, qui sont des équipes infirmières qui sont là 24 heures sur 24, qui côtoient beaucoup plus les soignants, beaucoup plus les parents, que les médecins. Être vraiment vigilant à comment vont les parents. Déjà, est-ce qu'ils viennent, parce qu'il peut y avoir des freins à la venue des parents, s'ils sont isolés, s'ils sont déprimés, s'ils sont très tristes, s'ils se sentent inutiles. Donc là, c'est très important de réagir vite pour remettre les parents dans leur rôle. Donc il y a toute cette vigilance, cet accueil. On est aidé aussi par des psychologues dans les services pour accompagner les parents. Et puis donc les mettre en situation de comprendre comment ils sont
ô combien ils sont importants de l'expérimenter. Il ne suffit pas de le dire, il faut que les parents puissent l'expérimenter. Donc ça va passer par le pot à pot, ça va passer, si c'est possible, par l'allaitement, qui est effectivement le meilleur aliment pour les bébés. Ça va passer par leur faire découvrir combien ils peuvent soutenir leur bébé, notamment dans les choses un petit peu difficiles. Quand on fait une prise de sang, quand on fait un examen, voilà, le parent est très utile pour entourer le bébé, lui parler, le rassurer, lui dire, tu vois, c'est fini maintenant, ça va aller, etc. Voilà, c'est vraiment important. Ça, c'est très important. Oui. Et est-ce que vous, Patricia, vous avez eu besoin de soutien pendant tout le parcours de vos filles ? Alors oui, j'ai eu le soutien notamment de la psychologue du service de l'hôpital Béclair à plusieurs moments, notamment juste après l'épisode traumatique avec Joséphine, pour m'aider à passer outre ce trauma. Oui, parce que c'est quand même quelque chose de violent que vous avez vécu, c'était très difficile, j'imagine. Et elle vous a aidé à métaboliser, entre guillemets, un petit peu. Et à avancer, à passer, parce qu'il fallait avancer pour nos filles. Et puis, elle m'a aussi aidée à un moment où j'entendais beaucoup de mes proches, vous êtes courageux, mon mari et moi, je ne sais pas comment vous faites, etc. Et je ne savais pas comment réagir, parce que pour moi, ce n'était pas du courage, on n'avait pas le choix. On devait affronter la situation. Et un jour, elle m'a dit, mais si, vous avez le choix, on a toujours le choix, tous les jours, vous choisissez de venir et d'affronter cette situation. Et c'est vrai que tous les jours, on pousse la porte et on ne sait pas exactement comment sera notre bébé quand on va pousser la porte, mais c'est très important. Et la psychologue nous a aussi aidés à trouver les mots pour parler à notre aînée, à Elisabeth, qui était à la maison pendant toute mon hospitalisation avant la naissance de mes filles, et puis qui n'a pas pu rencontrer ses sœurs jusqu'à leur retour à la maison. C'était le Covid aussi. Et donc Elisabeth n'a rencontré ses sœurs, Suzanne, que quand elle avait 2 mois, et Joséphine quand elle avait 3 mois et demi. Donc la psychologue nous a aidés pour ça. Oui, j'imagine que c'était aussi difficile de trouver les bons mots. Voilà, exactement. Donc un vrai soutien psychologique qui a été bénéfique, qui vraiment vous a beaucoup aidé. Oui, en effet. Je suis très reconnaissante pour ce soutien aussi. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux parents qui sont en ce moment dans un parcours d'hospitalisation ? Ça serait quoi votre conseil ? Alors, il y a ce conseil de trouver quelqu'un à qui parler. Mon conjoint et moi, mon mari et moi, nous avons beaucoup parlé, on a vraiment fait équipe. Mais ça peut être un professionnel, ça peut être... moi, j'ai été aussi contactée par une collègue que je connaissais très peu, mais qui avait accouché prématurément quelques mois avant moi et qui m'a vraiment tendu la main, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, aussi d'avoir confiance en ses enfants. Sur le moment, quand on me disait, les médecins, les infirmières me disaient ayez confiance en vos enfants, elles vous donneront les réponses. C'est difficile à entendre, mais les enfants sont pleins de résilience, ils nous impressionnent. Mes filles vont avoir bientôt 3 ans et elles continuent de m'impressionner tous les jours et elles vont très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va maintenant répondre à des questions d'autres parents, c'est les questions des internautes. La première question, Dr Dupont-Siminec, c'est comment on gère la douleur des tout-petits lors de l'hospitalisation ? C'est effectivement quelque chose auquel on essaye d'être très vigilant, parce que la douleur, c'est pas bon, et ça peut même laisser des traces pour la vie future. Donc, on veille absolument à ce que toutes les petites choses du quotidien soient accompagnées pour que ça soit le moins douloureux possible. On a malheureusement des choses pas très agréables à faire, comme aspirer dans la bouche, faire des prises de sang, ce genre de choses. Donc, les soignants déjà savent relever les signes de douleur chez le bébé et vont ajuster leurs soins pour que ça soit le moins douloureux possible. On a aussi des moyens techniques
de soulager la douleur, à la fois la douleur aiguë. On peut anticiper un geste douloureux en mettant le bébé en position latérale sur le côté, en position fétale, en lui donnant à sucer quelque chose, notamment du sucre, qui a un effet antalgique chez le bébé. Et puis pour la douleur chronique, si c'est un bébé qui est dépendant de machines, etc., on est quand même assez souvent amené en période de réanimation à utiliser des antalgiques, voire des antalgiques forts. On a une deuxième question qui nous dit, est-ce qu'il existe des traitements préventifs des complications neurologiques dont on a parlé tout à l'heure? Alors, préventif, il y a déjà toutes les techniques de soins tant que le bébé est hospitalisé pour essayer de préserver au mieux le développement du bébé. Ça va passer par la croissance, la nutrition, ça va passer par le fait d'avoir un maniement des bébés extrêmement doux pour éviter justement les saignements. Ça va passer aussi par les soins de développement dont on a parlé tout à l'heure. Et il faut savoir qu'en fait, le bébé va avoir une trajectoire, mais cette trajectoire, on peut toujours quand même la modifier tout au long de son parcours. Et même si l'échographie n'est pas parfaite, même si c'est passé ci, même si c'est passé ça, on n'est jamais dans du 100%, il va se passer comme ça. Il y a toujours le moyen d'intervenir absolument à toutes les étapes, à la fois en néonatologie, après la sortie, même plusieurs années après. D'accord. On a une troisième question. Quelles séquelles mon bébé va garder du vécu de la douleur, de la séparation? Est-ce qu'on sait? Je crois que c'est très dépendant des bébés. Ça va dépendre de ce que le bébé a vécu lui-même. Donc c'est vrai qu'on observe chez certains bébés la persistance de ce qu'on appelle d'irritabilité à certaines choses. On a des bébés qui au contraire vont être moins sensibles. Donc on a ces choses paradoxales de hypersensibilité à la douleur ou faible sensibilité à la douleur. Comme une sorte de protection en fait. Oui, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis il y a le vécu tout autour. Et plus on va avoir des parents qui vont aider le bébé à métaboliser cette période-là, mieux ça va se passer après probablement. D'accord. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que le père a le droit à un congé pendant l'hospitalisation? Et quelles sont les conditions pour y avoir droit? Alors oui, tout à fait. C'est pas très vieux. Je crois que ça date d'un petit peu plus d'un an. Ça a été obtenu notamment grâce à l'association SOS Préma, ce congé paternité pour les pères. Donc les pères peuvent prendre, en plus de leur congé naissance, les pères peuvent prendre 1 mois. C'est plafonné à 1 mois et plafonné à la durée d'hospitalisation. D'accord. Est-ce que vous auriez des recommandations en termes d'heures de peau à peau par jour? Voyez-vous d'autres actions parentales permettant le développement des bébés prématurés? Alors le peau à peau, je dirais que c'est tant qu'on veut, tant qu'on peut. Il n'y a pas de règles. Et je pense que si c'est possible, si c'est réalisable pour les parents, il faut qu'ils en profitent. Et en même temps, s'il y a des contraintes parentales qui fait que le pot à pot va pas être possible plus d'1 heure ou va pas être possible tous les jours, voilà, tout ce qu'il y a de bon à prendre, il faut que ça soit du bon en concentré. Mais il n'y a pas de règle, il ne faut pas culpabiliser quand c'est pas possible tous les jours. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup pour votre témoignage encore. Après ce long parcours du combattant dont on vient de parler en néonatologie, les parents peuvent enfin rentrer à la maison avec leur enfant. C'est un moment de joie, mais qui peut aussi être très angoissant. On en parle tout de suite.